Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Robert Rousseau, directeur général du Cégep de Thetford. Bonjour Robert. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de revenir pour la deuxième saison d'Objectif. C'est toujours un plaisir. L'année passée, on avait fait une bonne entrevue, plusieurs projets, plusieurs enjeux là, qui étaient découlés du Cégep, qui étaient arrivés. Mais le Cégep étant ce qu'il est, normalement, c'est toujours en effervescence. On pourrait dire que s'il y a une constante chez nous, c'est le changement, effectivement. Donc, le 100% différent continue avec les années. Là, il continue à perdurer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, devrais-je dire, là, pour faire un peu la suite avec les autres invités que je reçois, le rôle d'un directeur général, comme au Cégep, c'est quoi principalement là, son rôle? OK. Le directeur général, tout d'abord, reçoit un mandat d'une durée définie. Ça peut être 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Mandat renouvelable. À titre d'exemple, j'ai eu un renouvellement de mandat l'an dernier, donc je me suis engagé pour les 5 prochaines années à diriger le Cégep de Thetford. Évidemment, un DG, ça ne travaille pas seul, ça relève d'un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là, chez nous, est constitué de ce qu'on appelle des membres externes et des membres internes. C'est le principe de la collégialité qui s'applique. Donc, de l'interne, on a des gens issus des enseignants, des professionnels, des employés de soutien, des étudiants. Ce sont des gens qui sont nommés par leur père, mais pas pour les représenter. Ils sont autonomes quand ils sont au conseil d'administration. Ils sont là pour contribuer à la bonne gestion du collège, mais ils sont issus d'un milieu à l'interne. Tout comme de l'externe, il y a des gens des entreprises, il y a des gens du milieu socio-économique, des anciens étudiants, etc. On a des gens d'Emploi Québec, partenaires du marché du travail, commission scolaire, université. Bref, ça fait un conseil d'administration de 19 personnes de qui je relève. En d'autres mots, je dois proposer des orientations, un plan stratégique. Je dois proposer des plans de travail qui émergent de ce plan stratégique-là. Puis je dois mener le collège et rendre des comptes, autant en termes de réalisation, autant en termes financiers, autant en termes de gestion de ressources humaines ou de saine gouvernance. Donc, c'est un peu tout cela qui constitue mon mandat. De manière bien terre à terre, je dirais, c'est de prendre le Cégep d'un point X et de l'amener plus loin vers un point Y, c'est-à-dire penser développement, avoir une vision d'où est-ce qu'on s'en va, essayer de pousser des idées, des projets qui font en sorte que le collège va pouvoir se déployer, va pouvoir performer. Évidemment, ça se fait pas seul. C'est là que toutes les personnes qui sont de l'interne du collège, que ce soit des cadres, des professionnels, les enseignants, les employés de soutien, bien, c'est de regrouper tous ces gens-là derrière un certain nombre de projets qui, eux autres, vont avoir un effet structurant pour le collège. Il ne faut jamais oublier une chose, ça n'existe pas en soi un collège si ce n'est pas un levier de développement économique pour son milieu. Le milieu, il varie. Un programme national, bien, le milieu, c'est le provincial, à titre d'exemple. Dans certains cas, la plasturgie est un bel exemple, on est quasi pan-canadien. Mais par contre, la majorité du temps, le milieu, c'est notre région immédiate. C'est d'abord pour elle que nous existons. Donc, le développement qu'on fait, ça ne sert pas le collège pour le collège, autant que ça doit servir les intérêts de notre région. Puis on parlait d'intérêt puis de développement de la région. En tant que directeur général, ça doit amener de la représentation sur l'ensemble du territoire. C'est certain. Souvent, des fois, d'office qu'on appelle, donc que le directeur général est automatiquement sur différents tables ou comités. Oui. Est-ce que des fois, il y en a aussi qui sont là par intérêt, qui viennent s'ajouter? Ou Je répondrais oui. Je donne un exemple. Je n'avais pas d'obligation d'être le représentant de l'éducation au conseil d'administration de la SDE.
ici au niveau local, mais j'y suis carrément par intérêt parce que je considère que le développement socio-économique d'une région, c'est marié de près au travail que je fais au niveau du collège. Donc, c'en est un comité que je fais par intérêt. J'ai été longtemps sur le conseil d'administration du musée. J'ai fait place aux jeunes. Malheureusement, on m'a dit un jour que j'étais plus assez jeune pour place aux jeunes. Mais tout ça pour dire que, oui, je vais toujours continuer à faire un certain nombre de comités par intérêt. Faut que je sois prudent parce que ça finit par faire beaucoup de comités. Si tu prends les comités statutaires, je suis sur le conseil d'administration des 2 centres de recherche, supposons. J'ai aussi un certain nombre de tables dans Lotbinière, puisqu'avec notre campus de Lotbinière, la représentation ne se fait plus strictement sur notre territoire, mais elle se fait également sur le territoire de Lotbinière. C'est sans compter que le rôle que je joue peut m'amener à des représentations plus au niveau provincial. À titre d'exemple, j'ai siégé au comité directeur de la Fédération des cégeps. Je suis membre du conseil d'administration de ce qu'on appelle le RCCFC, le regroupement des collèges communautaires francophones du Canada. Mon président, d'ailleurs, est un ancien DG du cégep de Thetford dans ce cas-ci, c'est François Dornier. Mais je travaille à ce moment-là à la promotion de l'enseignement collégial francophone au pays. Donc, quand on additionne toutes ces représentations-là, il y en a des locales, il y en a des nationales, et je dirais nationales au Québec, mais aussi des fois c'est pan-canadien. Et il n'est pas exclu des fois qu'on touche aussi à l'international. Je voudrais faire un petit peu du pouce là, sur le comité là, collégial francophone là, que tu fais partie. Ça doit être quand même assez particulier parce qu'on est les seuls au Québec à avoir des cégeps. Oui. Donc, cette influence-là se traduit comment? Puis comment Thetford ont réussi à tirer notre épingle du jeu là-dedans? OK. Tout d'abord, le RCCFC, c'est près d'une 60aine de membres. Donc, oui, il y a des cégeps qui sont membres. Mais les gens ignorent qu'il existe des collèges francophones, qu'on appelle souvent des collèges communautaires francophones dans le reste du Canada. Les plus connus sont peut-être la Cité collégiale à Ottawa, mais il y a le Collège Boréal en Ontario, il y a le CCNB au Nouveau-Brunswick, et il y a plusieurs établissements comme ça au niveau pan-canadien, ce qui fait en sorte que on retrouve des membres d'à peu près toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Comment le collège peut profiter et faire profiter de son expertise? Pour moi, c'est une question de complémentarité. Un établissement francophone en Alberta, à titre d'exemple, ne pourra jamais offrir la quantité, le niveau de programme que nous, on offre au Québec. Et des fois, on a des programmes qui sont quasi nationaux. Je vais prendre l'exemple de plasturgie. Si tu veux étudier en français en plasturgie au Canada, il y a un seul endroit. Cégep de Thetford. Et souvent, un étudiant qui est en Alberta, qui a passé dans le système francophone, va peut-être souhaiter continuer en français, mais pour ça, il faut qu'il soit conscient, cet étudiant-là, qu'il existe des possibilités ailleurs au Canada. Souvent, ça peut être au Québec, mais pas uniquement au Québec. Il faut que ce soit donnant-donnant dans les relations, si on veut établir des relations gagnantes-gagnantes. Mais moi, je vois mon rôle comme étant quelqu'un qui peut faciliter ce réseautage-là, puis amener les francophones à pouvoir étudier en français au pays. Et en contrepartie, pour le cégep de Thetford, il y a un potentiel de recrutement dans des programmes qui ne se donnent pas nécessairement dans d'autres provinces. Donc, c'est un win-win pour moi là, comme scénario. Là. Je trouverais ça quand même intéressant d'apporter de la précision. Moi-même, je connaissais... Des fois, je suis au courant de certains petits trucs, mais celle-là... Pas celui-là. Pas celui-là. Je trouvais ça intéressant de venir spécifier un peu les choses. Si on revient un peu plus sur les projets du cégep, on a une nouvelle annonce qui a été faite là, en août dernier avec une firme chinoise. Donc, ça va amener des projets, ça, prochainement. Là. Ça, c'est... Des fois, il y a des drôles de dossiers dans la vie. C'est une erreur qui nous a conduit à ce partenariat-là. Il y a quelqu'un qui nous avait mis en contact avec des Chinois. On nous avait dit qu'il pouvait nous amener une centaine d'étudiants au niveau de cégep, donc je n'ai pas besoin de dire que ça semblait intéressant. Alors, on tient la rencontre, puis pour réaliser que c'est pas vraiment ça, au contraire, c'est plutôt une firme qui provient de Chine, qui a un programme de formation en Chine et qui est implanté au Québec depuis quelques années, qui a une filiale implantée au Québec, filiale qui est en croissance. Et dans le fond, ils cherchent un partenaire dans le domaine de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la post-production cinématographique. Lire par post-production cinématographique, davantage un volet effets spéciaux. Là.
Et c'est sûr que quand j'ai entendu c'était quoi le projet, sur le coup, je pensais à mes 100 étudiants, puis je me disais... oh. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un créneau qui était à la fois un créneau moderne, porteur d'avenir. Et on a commencé les échanges avec cette firme-là, voir si il y avait un potentiel qu'on fasse des choses ensemble. Et ça a duré près d'1 an pour arriver à la fin de l'été, où est-ce que notre partenaire était au pays, on était en train de finaliser le dossier, il y a toutes sortes d'enjeux, une entente de partenariat, on n'écrit pas ça sur le coin d'une table, ça doit être validé, nos avocats doivent passer à travers ça, ça doit être vraiment, quand je parlais de win-win tantôt, ça doit être un projet qui est gagnant-gagnant. Et l'annonce qu'on a faite, c'était l'annonce qu'on avait accouchée, dans le fond, d'un projet de partenariat où cette entreprise-là va investir dans un laboratoire de haute technologie dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, $1 million au Cégep de Thetford. En contrepartie, le Cégep de Thetford va fournir les locaux, va fournir la bande passante, va fournir le programme de formation de base, le premier, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, qui est une attestation d'études collégiales qu'on a commencé à travailler, évidemment, dans ce domaine-là, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et post-production cinématographique. Et on va développer autant des clientèles au Québec, selon les paramètres québécois qu'on connaît, mais aussi en autofinancé des clientèles internationales, où là, il y a un partenariat, puis c'est là, évidemment, que notre partenaire peut retrouver son compte dans la clientèle internationale, puis aussi dans la main-d'œuvre qui va être créée, qui va pouvoir ensuite travailler dans l'industrie, mais notamment aussi dans son entreprise. Donc, c'est un win-win. L'entreprise s'appelle Tianjin Inspiration and Creativity, c'est son nom ici au Québec. C'est une entreprise qui va contribuer au recrutement. D'autres mots, nous, on recrute au Québec. Eux vont recruter une cohorte internationale. On vise 52 étudiants formés par année. La moitié provenant du Québec, l'autre moitié provenant de l'international. Et surtout, je dirais, de Chine, Japon, Hong Kong. Hong Kong, Chine, évidemment. Et, disons, en général, l'Asie du Sud-Est. On peut penser au Vietnam, notamment. Tout ça pour mentionner que ce projet-là, on le trouvait intéressant parce que, premièrement, c'était dans un créneau de haute technologie. Puis, deuxièmement, ça nous permettait de mettre les pieds dans tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Quand on pense à l'industrie 4.0, ce à quoi on pense, c'est l'intelligence artificielle. C'est effectivement un élément fondamental. On pense à ce qu'on appelle de l'instrumentation, de l'automatisation évoluée, des robots qui communiquent ensemble. L'intelligence artificielle joue un rôle de lien, trait d'union dans tout ça. On pense à la réalité virtuelle, la réalité augmentée. La réalité virtuelle étant l'immersion d'un humain dans le virtuel, mais il y a l'inverse aussi, l'immersion du virtuel dans la réalité qui peut servir à toutes sortes de domaines, autant artistiques qu'industriels. Ensuite de ça, on pense au big data, à la sécurité informatique, toute la réseautique qui est reliée à ça, les nouveaux procédés de fabrication, on est déjà très fort avec nos centres de recherche dans ça. Bref, quand on combine tout ça, là, nous, c'était un peu notre point de départ pour développer un autre projet plus grand. Je disais, sans vouloir faire un péronisme, je disais que c'était la pointe de l'asperge, ce projet-là. Dans les faits, si on réfère plutôt à un iceberg, je dirais qu'on a vu la pointe, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on est en train de travailler, qu'on va pouvoir annoncer, qui touchent au domaine du 4.0. C'est un projet chez nous qui s'appelle Thetford 4.0, qui va regrouper nos centres de recherche. Oleotech, CTMP sont à bord. On a des visées entrepreneuriales. En d'autres mots, on espère pouvoir amener des nouvelles entreprises, d'où le lien avec E2RT. Si on peut feeder E2RT dans ce projet-là, tant mieux, c'est important. Et on veut aussi se positionner dans tout ce qui est Industrie 4.0 pour venir supporter nos industries existantes ou des nouvelles, supporter nos commerces ou autres entreprises de services, parce que la tendance de la technologie dans notre vie, la technologie dans les procédés de fabrication, la technologie pour nous faciliter les choses qu'on fait au quotidien, ça ne fait que commencer. C'est un incontournable. Pas juste à Thetford et dans les environs, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas y échapper, puis on a deux choix. Est-ce qu'on est des suiveux ou on est des leaders dans le domaine? Puis nous autres, ce qu'on a décidé, c'est de devenir des leaders dans le domaine. Et ce qu'on va développer peut nous amener à aller chercher des nouveaux programmes, mais ça peut nous amener aussi à bonifier les programmes existants au niveau du collège, autant à l'enseignement régulier qu'à la formation continue.
Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus gros que le projet avec les partenaires chinois, mais ce projet-là, c'était un peu le point de départ. Ça nous a permis de se propulser beaucoup plus loin. Puis on a une carte de programme qui est déjà drôlement intéressante avec, je pense notamment, je pourrais nommer tous les programmes du collège, je vais me permettre d'en nommer 3. Technique de génie mécanique, informatique, électronique industrielle. Ça regroupe le secteur de la mécatronique, qui est au cœur du 4.0. Donc, en se positionnant en termes de formation, en termes de recherche, en termes de développement, c'est là qu'on peut le mieux jouer le rôle de levier socio-économique, autant pour le collège, autant pour ses centres, autant même pour A2RT, qui peut à ce moment-là générer des nouvelles entreprises, puis créer même une nouvelle économie et axer davantage sur le savoir. Donc, c'est un peu ce qu'il y a derrière tout ce projet-là initial, mais on travaille activement là-dessus. Et sûrement que ça va être une première au Québec, dans le sens où un partenariat comme ça... le partenariat est original, ça c'est clair. On peut vraiment pas dire le contraire. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Puis le type d'AEC... Le type d'AEC, il y a... Le 4.0, tout le monde y va actuellement. La question, c'est de déterminer comment est-ce qu'on y va. Qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on y va, puis comment est-ce qu'on peut être différent. Le fameux 100% différent, là, il revient là aussi. Et je dirais que l'AEC qu'on est en train de développer, on n'en retrouvera pas des semblables au Québec. Et le service qu'on va offrir à nos entreprises, on a l'intention de focusser sur un certain nombre d'éléments qui sont des forces chez nous ou qu'on peut développer. À titre d'exemple, ben là, avec ce que je viens de mentionner, c'est assez clair que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça va faire partie de notre développement. Et tout ce qui est mécatronique également, mais est-ce qu'on peut travailler avec des établissements existants qui sont également dans ça, puis qui ont d'autres expertises, puis devenir complémentaires, puis faire en sorte que l'expertise, on appelle ça le VR et le AR, réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc l'expertise VR et AR peut-elle nous amener à fournir à notre région une expertise en intelligence artificielle parce que d'autres travaillent fort là-dessus. Donc l'idée, c'est de pouvoir tout couvrir pour nos entreprises, mais en sélectionnant nos créneaux, puis en établissant le partenariat nécessaire avec les bonnes personnes pour propulser nos entreprises le moment venu. Personne évolue au même rythme dans ça. Bon, on sait que tout le monde va devoir y aller. En gros, c'est un peu ça qui est derrière le projet. Et des fois, il faut mettre les premiers que d'être les derniers arrivés dans différents domaines. Puis généralement, le 4.0 puis tout ce qui est technologie, bien, quand on est les premiers, on a une longueur d'avance. C'est une course. C'est une course. C'est une course. Et c'est une course pour les industries. C'est une course au niveau géographique également. On veut pas être la... Personne, je vais prendre un exemple qui date de 20-25 ans. Personne n'aurait voulu être la dernière région au Québec à rendre accessible Internet. Effectivement. Non, personne ne voudrait ça. Bien, l'intelligence artificielle, ça va être un peu c'est autre chose. L'automatisation avancée pour les entreprises, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Le principe, c'est que lorsque tu es le dernier, bien, les régions autour de toi ont pris une longueur d'avance, les entreprises qui sont situées ailleurs ont pris une longueur d'avance. Et on pense que sans miser à 100% sur la géographie, je pense que la proximité de nos entreprises fait en sorte qu'on peut leur donner un coup de main dans ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour notre milieu, gagnant pour le collège sous l'angle de notre offre de services, de développement des programmes existants. Un programme comme informatique ne peut que gagner à travers ces développements-là, à titre d'exemple. Donc, on pourrait, j'ai parlé tantôt d'un plan stratégique, on pourrait très bien penser que ce prochain plan stratégique-là va contenir des éléments tels que celui-là qui vont nous amener ailleurs dans 5 ans. Moi, j'ai annoncé que c'était mon dernier mandat, que je faisais 5 ans et après ça, 10 ans de direction générale, ça serait assez. Donc, sur cette base-là, la question que je me pose, c'est où est-ce que je veux voir ce collège-là être dans 5 ans d'ici? Et pour moi, la haute technologie, c'est un élément qu'on doit absolument d'implanter. Sinon, on va se retrouver en situation où est-ce que ce déficit-là va nuire au cégep, mais va nuire à notre milieu aussi. Alors, tu parlais de planification stratégique. Je regarde aussi le temps un peu qui nous reste dans l'entrevue, puis je voulais absolument aborder ce sujet-là. Oui. Vous tombez en refonte, oui, en élaboration de planification stratégique là, dans la prochaine année. Là. On y est déjà. Vous y êtes déjà. Oui. Les enjeux qui ressortent de cette planification stratégique-là? Les enjeux ne sont pas nécessairement nouveaux.
mais l'environnement autour, lui, l'est autrement. Les principaux enjeux, je les résume, je vais en nommer 3, mais évidemment qui ont plusieurs ramifications. Le recrutement, la réussite des étudiants, puis la diversification de l'offre. Par recrutement, ce que j'entends, c'est que c'est important pour le Cégep de Thetford de stabiliser sa clientèle, d'avoir suffisamment d'étudiants pour garder ses programmes actifs, puis avoir les moyens, justement, de faire des développements qui vont servir au milieu. Puis ça s'atteint par une stabilisation de la clientèle. On a un peu baissé cette année de clientèle. On le savait, on est dans un creux, on savait qu'il y avait un risque par rapport à ça, mais il y a tout ce qui est besoin de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, qui peut jouer pour nous d'une certaine façon parce qu'on a besoin de main-d'œuvre spécialisée. Mais en même temps, on a aussi besoin de main-d'œuvre moins spécialisée et ça peut amener des gens qui auraient normalement fait des études au collégial à ne pas en faire. Donc, on a cette réalité-là. On se doit de recruter localement dans un bassin qui va être en croissance dans les prochaines années, mais qui est dans son creux actuellement. On a Lobinière qui joue un rôle important pour nous. On a démarré l'année à 163 étudiants. C'est très intéressant quand tu veux un centre d'études collégiales puis que la norme est fixée à 150. Donc, ça veut dire que c'est un dossier qui avance bien. Ensuite de ça, il y a l'international. On s'est doté d'une structure à l'international qui nous amènerait à doubler la clientèle qui provient de l'international. Où, évidemment, il n'y a pas une zone qui est éliminée. On peut recruter partout sur la planète. Mais là où on a les conditions les plus gagnantes pour recruter, c'est en Europe, en France, notamment, ou les territoires français. Et avec ce que j'ai mentionné tantôt, le territoire de l'Asie commence à être intéressant, mais vient avec tout un volet de francisation qui va devenir très important parce qu'on est un collège francophone. Oui, puis eux, normalement, le français n'est pas réellement appris là, en Asie du Sud-Est ou il y en a. Anglophone? Oui, bien, au Vietnam, ça reste une ancienne colonie française, donc il y a une base au Vietnam, c'est clair. En Chine, peu de gens le savent, mais il existe ce qu'on appelle des missions françaises où est-ce que beaucoup de gens vont apprendre le français. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, considérant qu'il y a 1,5 milliard d'habitants là-bas. Ça fait une grosse goutte. Mais ça pourrait vouloir dire qu'il y a plus de gens qui parlent français en Chine qu'il y en a ici au Québec, parce qu'il y a plus de monde tout court. Ça reste une grosse goutte. Donc, l'international, la francisation qui vient avec le développement de l'international, ça reste des priorités au niveau du recrutement. Le développement des programmes, l'offre de programmes, rester arrimé à la réalité, sauver nos programmes existants, mais aussi essayer d'offrir autre chose. Autant à l'enseignement régulier qu'à la formation continue. Il ne faut pas oublier qu'on couvre les deux. C'est pas juste le régulier, c'est aussi les attestations d'études collégiales. Celle qu'on parlait en AR, VR tantôt en est un bel exemple. La réussite, c'est une chose de recruter des étudiants, notamment des étudiants internationaux, mais il faut les garder. Donc, dans le cas des étudiants internationaux, le défi, c'est de les intégrer à notre milieu, parce que si on les intègre bien à notre milieu, ils vont réussir à l'école. Puis si on les intègre bien à notre milieu, ça a un effet secondaire. Ils vont probablement avoir le goût de rester ici dans la région pour avoir gagné des citoyens. C'est toute une machine, toute une mécanique. On ne peut pas prendre les choses à part. Le recrutement est associé à la réussite et la diversification de l'offre va faciliter les deux. Et le plan stratégique qu'on travaille actuellement vise notamment à déterminer non pas les grands enjeux parce qu'ils sont bien connus, bien assimilés chez nous, mais plutôt d'avoir une vision claire du point de chute dans 5 ans quand ce plan stratégique-là sera terminé. Où est-ce qu'on s'en va, en d'autres mots? Ensuite, d'avoir également une bonne connaissance de notre environnement. Il y a 5 ans, c'était la période des coupures. C'était assez drastique. On avait la chance d'avoir des programmes qui avaient le vent dans les voiles comme jamais. Il rentrait une centaine d'étudiants en technologie minérale. Il en rentre moins aujourd'hui. L'environnement était extrêmement différent. Aujourd'hui, on n'est plus en mode coupure. Il y a eu des réinvestissements. Mais en même temps, il y a de ça 5 ans, on avait un mini-campus de 24 étudiants à Lobinière. On en a 163. Tout ça pour dire la réalité a changé énormément. Notre offre de service se doit d'évoluer. Il y a de ça 5 ans, on ne parlait pas du 4.0. C'était dans l'esprit de quelques personnes, mais aujourd'hui, c'est une réalité pour laquelle on ne peut pas passer à côté. Donc, le plan stratégique se doit de tenir compte vraiment de l'environnement dans lequel on est, interne, externe, et se doit de tenir compte aussi de l'avenir. En d'autres mots, dans quoi on va être dans 5 ans d'ici, puis qu'est-ce qu'on peut espérer accomplir
dans 5 ans, considérant tout cet environnement-là. Là. C'est ça un plan stratégique. Mais justement, je reprendrai ta dernière question. Il reste 1 minute et demie à peu près. C'est quoi l'accomplissement qu'on pourrait avoir dans 5 ans de la planification stratégique? Qu'est-ce qui c'est le résultat? Un cégep qui est d'abord tourné vers l'avenir, qui est moderne, qui offre des formations modernes adaptées aux besoins, qui a bien joué son rôle de levier auprès de nos entreprises. Et les façons de le faire, bien là, elles sont multiples. C'est un cégep qui s'est internationalisé. C'est un cégep qui a un centre d'études collégiales reconnu dans Lotbinière. C'est un cégep qui a adapté ou amélioré son offre de formation, autant en régulier qu'à la formation continue. C'est un cégep qui a continué de développer dans sa vie étudiante, socioculturelle, mais aussi le sport, où est-ce que ça reste un levier de recrutement important. Et c'est sûr qu'on a l'intention de continuer dans ces eaux-là, mais tout ça en étant aussi, je dirais, un collège qui est efficace dans ce qu'il fait. Financièrement, on s'est donné les moyens de nos ambitions. On s'est bien sorti des coupures, mieux que plusieurs. Et si on regarde aussi notre rendement en termes de réussite d'étudiants, ça se doit de se poursuivre, ça se doit de continuer à s'améliorer. C'est une chose d'entrer les étudiants, mais à l'autre bout, il faut pouvoir les sortir, puis il faut répondre aux besoins des étudiants, il faut répondre aux besoins du milieu qui, eux, ont besoin d'étudiants comme futurs universitaires ou futurs travailleurs. Puis notre rôle, c'est de se distinguer à travers ça. Mais c'est un collège qui, si j'avais à le résumer en une seule phrase pour terminer, c'est un collège qui s'est stabilisé dans son développement, puis qui peut regarder avec un certain enthousiasme l'avenir des 5 autres prochaines années. Robert, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était très intéressant. Puis je vous souhaite une belle réalisation de tout l'ensemble des projets que vous avez. Je pense que vous en avez amplement pour vous satisfaire. Oui, s'occuper aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.